C'est drôle, Michel. Merci beaucoup pour votre introduction. Merci tout le monde d'être ici et pas C2. Mais il y en a encore 2 journées pour la conférence de C2. Pardon. Et je voudrais commencer par saluer la présence de quelques personnes ici, surtout Michel Leblanc, et merci encore pour votre invitation. Dans un sens, j'arrête là. Je suis banquier central. Il faut lire le discours. C'est simple, lire le discours, pas de questions. Tout est sous contrôle. Mais je voudrais saluer la présence de Daniel Johnson et David Laidley, deux des directeurs de la Banque du Canada, et puis de Tim Lane, une des sous-gouverneurs de la Banque qui est ici. Bienvenue, Tim. Et Jean Boivin, un ancien collègue de moi, ancien sous-gouverneur de la Banque du Canada. Maintenant, Jean est le représentant du Canada auprès du G7, du G20. Un job très important pour tout le monde ici. Et pas finalement, mais je voudrais ajouter ou reconnaître Méville Tremblay. Il est le chef de la Banque du Canada. Il est responsable pour toutes les actions, toutes les erreurs de la Banque du Canada au Québec. C'est la responsabilité de M. Tremblay et merci pour votre service. Je suis ici, oui, c'est mon dernier discours et pour bonne raison. Ce discours-ci est à Montréal, une ville, un centre financier principal du Canada, une grande ville du Canada, mais une grande ville du monde. Et c'est absolument approprié pour moi, pour la Banque du Canada, d'être ici vers la fin. Et je m'excuse d'avoir ce discours au même moment de notre grande conférence, mais je n'avais pas beaucoup de temps. Il reste qu'une semaine que je suis encore le gouverneur. Alors, comme Michel l'a mentionné, il y a presque 6 ans, que la crise financière mondiale a débuté et sa dynamique domine encore les perspectives mondiales. Aux États-Unis, les ménages sortent d'une période pénible de désendettement. L'expansion dans ce pays se poursuit à un rythme modeste. En effet, le renforcement graduel de la demande privée est contrebalancé en partie par l'accélération de l'assainissement budgétaire. Malgré de récents progrès, l'économie américaine n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. L'Europe demeure en récession. L'activité économique est bridée par l'austérité budgétaire, le bas niveau de la confiance et les conditions de crédit restrictives. Son système financier demeure aux prises avec d'immenses défis. Sans des réformes importantes et soutenues, c'est une décennie de stagnation qui menace ce continent. L'Europe peut tirer des leçons du Japon sur les dangers des demi-mesures. Cela fait maintenant plus de 20 ans que la crise financière japonaise a éclaté. Pour mettre un terme à un héritage débilitant, le Japon vient de se lancer dans un expériment audacieux en matière de politique économique. Et son succès ou son échec aura une incidence majeure sur les perspectives au cours des prochaines années. Parmi les pays du G7, le Canada est unique. Pour nous, la crise financière mondiale a été un choc externe et non interne. Lorsque les décideurs publics ont réagi de façon rapide et énergique, notre système financier dirige le crédit là où il fallait et notre économie s'est ajustée promptement. Même si la récession a été pénible, le Canada a moins souffert. Et j'ai des graphiques qui sont un peu compliqués, mais le Canada est toujours le mieux dans chaque graphique, c'est ça. Il est toujours en rouge.
Au début de 2011, il avait regagné toute la production et tous les emplois perdus durant la récession. Depuis, 480 000 emplois ont été créés, dont la grande majorité à temps plein et dans le secteur privé. Presque tous les nouveaux emplois se trouvent dans des industries où les salaires dépassent la moyenne. Par rapport à ces parts, le Canada fonctionne. Alors, pourquoi nous avons mieux réussi? Selon moi, nos résultats supérieurs sont grâce à 4 avantages décisifs. Une politique budgétaire responsable, une politique monétaire saine, un système financier résilient et une union monétaire qui fonctionne. Je vais parler de ces fondements de notre prospérité plus en détail, mais je n'en ai pas l'intention d'en exagérer les mérites. Ce sont les pierres angulaires de la prospérité du Canada. Cependant, une croissance durable dépend de ce qui se construit sur cette fondation. Nous avons besoin d'investissements à long terme dans les infrastructures, le capital humain, l'innovation et les nouveaux marchés. L'Union monétaire du Canada possède les éléments essentiels d'une union monétaire efficace, c'est-à-dire une économie intégrée, un fédéralisme budgétaire et un marché de travail flexible. Je m'explique. While the composition of provincial output varies, the Canadian economy is highly integrated. Consider the case of commodities. When commodity prices increase, all provinces benefit. Now, all else equal, the Canadian dollar appreciates, and its adverse impact on our non-commodity exports is partially offset by the fact that a stronger currency reduces the cost of productivity-enhancing machinery and equipment and imported inputs to production. In addition, various mechanisms distribute benefits across provinces. Fiscal policy, increases in personal wealth through income and ownership of stock, and movements in external exchange rates and interprovincial trade. During the recession and its aftermath, the importance of interprovincial trade was clear. For example, the increased demand from other provinces for Quebec's goods and services, shown in red, significantly offset the lost international exports from Quebec, shown in blue. Movements in provincial real exchange rates are another important part of the adjustment process. Although there's one exchange rate for Canada as a whole, we all use Canadian dollars, price differentials across the country yield different real provincial exchange rates, and this matters. So consider the Alberta-Quebec real exchange rate. When higher energy prices stimulate production and investment in Alberta, extraction, construction, and labor costs in Alberta rise. This increases the real Alberta exchange rate, making goods and services from other provinces, including Quebec, more competitive. As a consequence, interprovincial trade is boosted, spreading benefits from the energy price increases throughout the Canadian economy. Now, it's interesting to compare developments in Canadian and European real exchange rates. So the blue line there is the Alberta-Quebec one I just showed you. The green line is Spain and Germany, a hypothetical one in the effective real exchange rate within Europe, and the red is the Quebec-Ontario. Now, since the euro was introduced, Spanish competitiveness has fallen about 30% relative to Germany. During the same period, the Alberta exchange rate moved even more dramatically, rising over 40% relative to Quebec. And in fact, intra-regional exchange rate movements in Canada have generally been more volatile on average than most internal exchange rates within the euro area. And yet we have the situation that in Europe, the challenges of regaining competitiveness are central to the economic travails of Spain. And this is because Spain has experienced a balance of payments crisis. In the years following monetary union, Spain ran large intra-euro area current account deficits, and those were funded in part by purchases of Spanish real estate and inflows into the Spanish banking system,
When these inflows dried up, domestic activity in Spain collapsed. The point is there's few institutional mechanisms within European Monetary Union at present to offset such a shock. Go back to Canada. In Alberta's case, a rising tide has lifted all boats, and that's because Canadian Monetary Union has what Europe does not. We have a single financial market, a flexible national labor market, and significant fiscal transfers. And these smooth the adjustments brought about by large shifts in relative prices. Malgré le mouvement d'équilibrage des taux de change réels provinciaux, les chocs qui frappent notre économie peuvent avoir une incidence plus marquée sur certaines régions que sur d'autres. Comme la politique monétaire agit à niveau global pour soutenir la demande globale, elle ne peut pas facilement faire face à ces différences. Mais les transferts budgétaires sont donc un élément important d'une union monétaire efficace. Au Canada, ils sont considérables puisqu'ils représentent 8% du PIB pour l'ensemble des administrations publiques. Le programme de péréquation du Canada est de stabiliser l'effet de choc asymétrique. Et c'est le graphique probablement le plus difficile à comprendre, mais on ne veut pas être sur la gauche du graphique, c'est-à-dire des économies provinciaux avec taux de croissance le plus faible. Mais on peut voir, pour eux, on observe de croissance de transfert fédéral plus marquée. Entre 2006 et 2011, les programmes d'aide fédéraux ont cru plus rapidement dans le cas des provinces dont l'économie a été plus durement touchée par la crise financière globale. Le programme d'assurance l'emploi répartit aussi les risques par la voie des transferts versés à 2% de la population en âge de travailler. Ce programme profite en particulier aux provinces où le taux de chômage est plus élevé. À moyen terme, l'une des composantes du fédéralisme budgétaire européen pourrait être un tel régime pan-européen fondé sur un marché de travail commun. Cela réduirait les obstacles pour ceux qui cherchent du travail ailleurs sur le continent, tout en fournissant un stabilisateur automatique entre pays. Pour que le Canada fonctionne et que les Canadiens travaillent, les travailleurs doivent pouvoir se déplacer pour occuper un nouvel emploi. En plus, les salaires doivent pouvoir s'ajuster pour aider à maintenir le plein emploi. Par rapport à ceux de l'étranger, le marché canadien du travail est très flexible. Cependant, des progrès restent possibles, bien sûr, mais la mobilité de notre main-d'œuvre dans son ensemble est similaire à celle des États-Unis. Et selon certaines estimations, notre marché de travail est presque 4 fois plus flexible que celui de l'Europe. Un exemple évident est la façon dont les Canadiens ont réagi aux salaires plus élevés et aux perspectives d'emploi plus favorables du secteur de l'énergie. L'an dernier, l'Alberta a connu un afflux net de plus de 40 000 personnes du reste du pays. Cela représente un niveau de mobilité qui se rapproche du sommet atteint précédemment. En conséquence, les marchés de travail des différentes provinces sont en train de devenir plus semblables. En particulier, la dispersion des taux d'emploi au Canada, qui est en rouge encore, a diminué de façon constante au cours des 30 dernières années. Il se situe à des niveaux comparables à ceux des États-Unis maintenant. Encore une fois, le contraste avec l'Europe
où elle a fortement augmenté est frappant. D'après les recherches de la Banque du Canada, ces améliorations tiennent surtout au fait que l'évolution démographique provinciale est devenue plus sensible aux perspectives d'emploi, c'est-à-dire les Canadiens se rendent là où les emplois se trouvent. Enfin, les salaires sont flexibles au Canada. Selon le résultat d'une enquête de la Banque, environ 90% des entreprises du secteur privé ont recours à des régimes de rémunération incitatifs à court terme. Un tel partage des risques est une moyen efficace de maintenir l'emploi et la rentabilité en période d'incertitude et de volatilité. An important lesson from Europe is that the critical role a sound financial system plays in ensuring that changes in central bank policy are transmitted to all regions to support growth and employment. When a sizable share of a country's banking system has or is perceived to have deficient capital and liquidity positions, capital just doesn't flow to where it's needed. Recent experience in Europe has shown the particular problems a monetary union faces when banks become less willing to lend to each other across borders within that union. And this fragmentation has reinforced a link between sovereign and bank solvency. As European leaders now recognize, without major reforms to create a banking union, EMU is fundamentally weakened. In Canada, however, the existence of largely centralized prudential regulation and deposit insurance pools risks across the country. And when combined with a large number of national banking institutions, all represented today, as you mentioned, Michelle, this greatly reduces the risk that localized economic and financial disruptions will impair provincial sovereignty. Faisons le point. La structure de l'économie canadienne, le partage des risques à l'échelle de la fédération, la flexibilité du marché du travail et la stabilité du système financier ont ensemble permis au Canada de s'ajuster sans délai au choc de la crise financière mondiale. De plus, grâce à ces éléments, lorsque les décideurs publics ont réagi à la crise, ils ont pu le faire rapidement et massivement. Pendant la crise, la Banque du Canada a réduit énergiquement son taux directeur jusqu'à il atteindre son niveau plancher de 1,2%. Puis, elle a donné des indications exceptionnelles sur la trajectoire probable des taux d'intérêt nécessaires pour atteindre la cible d'inflation. Ces indications visaient à maximiser la détente monétaire créée par son taux directeur. Le régime canadien de ciblage de l'inflation a été un point d'ancrage crucial pendant cette période de turbulence. Il a donné à la Banque un objectif simple et ferme sur lequel axer ses mesures de soutien. Il a offert aux marchés financiers et aux Canadiens une moyen claire de comprendre pourquoi la Banque prenait ces mesures. Et cette compréhension a maintenu les attentes d'inflation bien ancrées autour de la cible de 2% tout au long de cette période. Et cela a maximisé les effets expansionnistes de nos politiques. La politique budgétaire est toujours moins maniable que la politique monétaire, mais les mesures prises dans ce domaine ont été tout aussi vigoureuses. En une année, les dépenses publiques ont augmenté de près de 3 points de pourcentage du PIB canadien. Et en 2010, elles ont contribué pour environ un tiers à la croissance du PIB. Si la politique budgétaire a été efficace, c'est grâce à la solidité des finances. C'est grâce à la solidité des finances publiques du Canada. Now, this fiscal flexibility provided leeway for governments to respond while maintaining our credit standing at the highest levels.
Having clear policy frameworks has disciplined the post-crisis response as well. And this is important. Fiscal consolidation has begun, with the combined deficits of all levels of government falling from 4.8% in 2009 to about an expected 2.8% this year. Now, disciplined by our inflation target and reflecting the relative strength of the Canadian economy, the Bank of Canada was the only G7 central bank not to engage in quantitative easing, and we've been the only one to move away from emergency settings of interest rates. In addition, mindful of the risks to financial stability arising from rapid increases in household debt, the Bank of Canada has maintained a tightening bias on interest rates over the past year, in part to complement efforts of the federal government and OSFI to achieve a constructive evolution of household debt and the housing market. So let me move to conclusions so you can move to lunch. Now, move is a euphemism. That's a central bank euphemism. But I'm certainly closer than when I started. In the immediate aftermath of the crisis, our broad economic strategy has been to grow domestic demand and to encourage Canadian businesses to retool and reorient to the new global economy. Stimulative monetary and fiscal policies proved highly effective in supporting robust growth in domestic demand, particularly household expenditures, which grew to record levels. Now, as effective as it has been, the limits of this growth model have been clear for some time. We can't grow indefinitely by relying on Canadian households increasing their borrowing relative to income. Nor can residential investment remain near a record share of GDP, particularly given signs of overbuilding and overvaluation in some segments of the real estate market. So, domestic demand, which pulled us out of the recession, is now slowing. Consumer spending is expected to grow at a moderate pace over the next few years, and the bank expects residential investment to decline further from historically high levels. The contribution of government expenditures should be modest for some time, consistent with the ongoing need to consolidate budget positions. Thus, the challenge for Canada is to rotate the sources of growth towards exports and business investment. Exports are currently more than $130 billion less than they would have been had this been a typical post-war recovery. In the short term, the bank does forecast some rebalancing and a pickup in real GDP growth. However, relative to previous cycles, investment is expected to remain below average and the contribution of net exports to be very weak. And I think we have to ask ourselves, is this really the best that we can do? There certainly are immense uncertainties in the global economy, but we would suggest that we need to focus on what we can control. Canada can't save the euro, and we can't fix America's fiscal challenges. And so the question is, should we just wait out a decade-long deleveraging process in the rest of the G7, or should we control our destiny by building on our strengths in a new global environment? Les travailleurs, les entreprises et les gouvernements devront unir leurs efforts pendant de nombreuses années pour développer de nouveaux marchés et soutenir la concurrence sur ces marchés. Ces efforts devraient reposer sur trois principes. Premièrement, l'ouverture est préférable au protectionnisme. Le commerce international favorise l'innovation, la croissance et les emplois. C'est pourquoi le Canada poursuit une série de discussions bilatérales sur les échanges commerciaux avec les économies comme l'Union européenne et l'Inde. Les économies émergentes ne comptent pas seulement pour la moitié de l'expansion totale des importations mondiales, mais elles sont aussi essentielles si le Canada veut consolider ses positions au sein des chaînes d'approvisionnement internationales. Deuxièmement, la flexibilité économique est essentielle. Les marchés évoluent, les industries progressent et déclinent, et de nouveaux produits attrayants apparaissent et deviennent standardisés.
Dans un monde en rapide mutation, seul une formation, un savoir-faire et un investissement soutenu peuvent assurer le maintien de la compétitivité. Par conséquent, nous devons investir en permanence dans notre main-d'œuvre. Face à la technologie et aux échanges commerciaux qui transforment le milieu du travail, la nécessité d'améliorer les compétences pour tous les types d'emplois n'a jamais été aussi grande. Et finalement, des politiques macroéconomiques solides sont la pierre angulaire de la prospérité. La prodigalité budgétaire nuit à la souveraineté économique et la stabilité des prix est cruciale. Les avantages que j'ai décrits aujourd'hui se renforcent eux-mêmes. Notre union monétaire, avec notre système financier national résilient, donne du pouvoir à nos politiques monétaires et budgétaires. Notre situation financière solide a donné aux administrations publiques canadiennes la souplesse nécessaire pour réagir. Notre cadre de politique macroéconomique fondé sur des principes contribue à ce que les mesures exceptionnelles ne suscitent pas des craintes excessives. Enfin, grâce à la discipline instaurée par ces éléments, nous sommes assurés que les mesures de relance seront retirées comme il se doit quand les menaces diminueront. Voilà pourquoi, contrairement au reste du G7, le Canada n'a pas besoin de réparation. Pour que le Canadien continue de fonctionner, nous devons bâtir. Merci beaucoup pour votre attention. Monsieur Carney, au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir prononcé votre dernier discours à titre de gouverneur de la Banque du Canada à notre Chambre. Merci beaucoup. Et à vous tous, j'aimerais vous inviter à vous joindre à nous le 27 mai prochain à l'occasion de notre déjeuner-causerie à la Une RBC, où nous recevrons François Legault, chef de la coalition Avenir Québec et député de l'Assomption. Pour tous les détails, vous pouvez visiter notre site Web. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite bon appétit. Enjoy your meal.